Président, effectivement, vous avez signé il y a peu de temps un partenariat, une convention de partenariat avec une autre association que l'on va vous présenter dans quelques instants, Chiens d'assistance pour personnes en état de stress post-traumatique. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a poussé? D'où vous vient cette envie de signer cette convention de partenariat avec une autre association? Bien, écoutez, d'abord, je crois qu'on a tous, on a évoqué précédemment, on a tous conscience effectivement de ce que représente aujourd'hui la nécessité d'une prise en charge de cette blessure psychique et des moyens d'action, des leviers qui peuvent être utilisés pour répondre ou aider en tout cas l'ensemble des blessés. Et Dieu sait s'il y en a, je crois qu'on est à peu près au niveau de, je crois les chiffres de la CABAT, c'est 2800 blessés psychiques à peu près actuellement répertoriés. Ça veut dire que derrière, il y en a peut-être qui ne se sont pas signalés. Et souvent, je pense effectivement à ceux qui sont sur le chemin de la reconstruction, mais ceux qui ne le sont pas. Et c'est bien effectivement là un enjeu que de venir en aide à tous ces blessés. Alors évidemment, cette initiative de l'association LACAP nous a tout de suite parlé. On sait très bien que voilà, existent des chiens d'assistance pour les aveugles. Mais moi, quand j'ai découvert ce projet de chien d'assistance, il ne s'agit pas de, je ne veux pas enlever le pain de la bouche du président de l'association LACAP, mais il ne s'agit pas de chiens de remédiation. Il s'agit bien de chiens d'assistance, mais qui viennent en aide aux blessés psychiques, aux victimes du syndrome de stress post-traumatique. Effectivement, ça nous a séduit et on a trouvé que c'était une très belle initiative qui méritait d'être soutenue, qui méritait d'être développée pour pouvoir répondre à ce fléau et à ce besoin. Donc c'est le premier point. Ça s'inscrivait parfaitement dans notre, je dirais, notre vocation que de venir en soutien à cette association. Deuxième raison, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas avec 15 personnes qu'on peut mener une action sur le terrain. Donc on cherche effectivement des relais, des associations qui puissent agir sur le terrain et que nous aidons avec des moyens principalement financiers, avec de la communication, avec une sensibilisation. Et donc c'était aussi la raison pour laquelle nous avons considéré que ça s'inscrivait dans notre stratégie que de venir soutenir cette association LACAP. Et puis troisième raison, c'est que on voulait s'inscrire dans un partenariat un peu particulier, puisque nous sommes le seul soutien à cette association, et que donc ce soutien ne prend pas seulement une dimension financière, mais également on accompagne cette jeune association à se développer, à se structurer et pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés et que nous avons fixés, enfin en tout cas que nous avons déterminés ensemble en accord avec l'association, de manière à pouvoir être au rendez-vous de ce besoin des blessés psychiques. Alors pour bien comprendre ce lien précieux qui va se nouer entre un chien d'assistance et une personne en état de stress post-traumatique, je propose de faire connaissance avec le premier bénéficiaire de cette association. Voici des images. Vous allez voir Frédéric et son chien d'assistance qui s'appelle Éclair. Et on en parle juste après avec Benjamin et Anne-Sophie que j'invite qui vont nous rejoindre. Alors les symptômes que j'ai eus, c'est de l'hypervigilance. J'étais très irritable, stressé, très stressé. Je ne pouvais pas sortir, j'étais socialement complètement déconnecté. Les cauchemars la nuit, impossible de dormir. J'étais bloqué dans des cauchemars. C'était l'enfer, quoi. Éclair me rassure déjà de par sa présence, je la sens toujours derrière moi. Elle est toujours en train de m'observer, donc je me sens déjà rassuré. L'hypervigilance a un peu diminué. La nuit, quand elle voit que je bouge un peu trop, que je gigote un peu trop, ou je me sens nerveux, elle vient me réveiller, m'apaiser. Pareil dans la journée en général, quoi. Dès qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle vient atténuer tout de suite les symptômes. Quand elle voit que je suis stressé, si j'ai la jambe qui bouge ou autre, elle va venir poser sa tête sur ma jambe en appuyant un petit peu avec sa gueule pour me forcer à arrêter de gesticuler. Déjà, je sors un peu plus de chez moi. Je ne me mets pas dans la foule, ça c'est une certitude, mais j'arrive quand même un peu à sortir de chez moi.
début, enfin même encore maintenant, j'ai les traitements médicamenteux. Je trouve que c'est pas la meilleure solution à terme. Sur Internet, c'est là où je suis retombé sur la CAP. C'était la seule association qui était en train de se créer. Donc je les ai contactés à partir de là et on a discuté et Claire est arrivée. Alors Claire, là, elle vient se mettre entre mes jambes pour me rassurer dans le magasin. Merci. Claire, elle nous a sauvés. C'est-à-dire que Claire, quand elle est arrivée au 1er juin, Frédéric avait été pris en charge par le service de santé avec un traitement qui est extrêmement lourd. Ça ne l'apaisait pas forcément ses nuits et du fait, dans la journée, il était toujours très agacé. Elle nous a redonné le sourire, c'est-à-dire que le matin, quand vous avez plus la foi, c'est extrêmement douloureux. Nous, ça a été un vrai tsunami, ce syndrome post-traumatique. Et Claire, au même titre qu'un nouveau-né qui arrive au sein d'une famille. Elle nous a redonné l'engouement d'une vie meilleure. Elle m'a redonné envie de me battre. Il faudrait que tout un chacun ait une Éclair s'ils peuvent, finalement. Non, moi je pense qu'il faut vraiment solliciter la CAP pour ce genre d'aide, on va dire. Même pour moi, si c'est plus qu'une aide, c'est mon ange gardien, comme je dirais à chaque personne. Elle me permet de me sociabiliser, elle me permet énormément de choses. Et le but à terme, c'est vraiment d'arrêter le traitement médicamenteux. Il faut essayer par tous les moyens. Voilà pour le premier bénéficiaire de l'association La CAP, Benjamin, Anne-Sophie. Bonsoir, merci d'être là. Première question, quelle est la différence qu'il faut faire entre thérapie et assistance canine et comment est-ce qu'on peut définir un chien d'assistance? Benjamin. Alors, un chien d'assistance, je pense qu'il répond à 3 critères. Le premier, c'est que c'est un chien sélectionné. Donc, on ne travaille pas avec, vous connaissez, enfin, les chiens répondent à tout un tas d'utilités. Il y a des chiens de chasse, il y a des chiens de berger, il y a des chiens de beauté pour faire des concours. Mais un chien d'assistance, c'est un chien sélectionné, donc issu de reproducteurs eux-mêmes sélectionnés, de génération en génération, spécialement pour l'assistance. Le deuxième critère, c'est un critère d'éducation. C'est un chien éduqué, spécialement éduqué, c'est-à-dire avec des compétences acquises. L'éducation des chiens d'assistance dure environ 2 ans. Donc c'est un chien qui a acquis des comportements techniques et spécifiques pour accompagner son bénéficiaire. Donc c'est un chien éduqué. Et enfin, c'est un chien, le chien d'assistance, c'est une catégorie de chiens qui est réglementée. Contrairement à d'autres types de chiens d'accompagnement, de soutien émotionnel, de médiation, de thérapie, Anne-Sophie pourra en parler, les chiens d'assistance sont très réglementés par des accréditations internationales, par des labellisations préfectorales, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Et donc pour moi, un chien d'assistance, c'est ces 3 critères réunis. Je pourrais rajouter que le chien d'assistance, il a le rôle d'un aidant. On peut, vous avez pris tout à l'heure l'exemple d'un parachutiste, le parachute ne s'ouvre pas, c'est l'accident. On peut lui mettre une personne pour l'aider à se déplacer, pour l'aider à ramasser ce qui fait tomber par terre, pour ouvrir les portes. Mais c'est difficile à solliciter, c'est coûteux, il y a des difficultés de logistique. Un chien d'assistance pour un handicapé moteur, il est tout le temps disponible. C'est la même chose qu'on a voulu mettre en place pour des personnes en état de stress post-traumatique. Anne-Sophie, pour compléter ce que Benjamin vient de dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le chien d'assistance, il va être 24 heures sur 24 auprès de l'individu et il va donc assister l'individu vraiment à temps plein. La différence avec un chien médiateur, le chien de médiation, le chien thérapeutique, ou l'animal d'un point de vue plus global, l'animal thérapeutique, parce qu'il y a aussi des chevaux et d'autres animaux, il est en fait avec le thérapeute, il va être utilisé comme un média par le thérapeute et ce sera uniquement le temps d'une séance, donc ça n'a vraiment rien à voir. Cette prise de conscience d'accompagner les personnes en état de stress post-traumatique, elle vient d'où en fait? Alors, là aussi, 3 éléments. Elle vient d'une part de mon expérience. J'ai été militaire, puis sapeur-pompier professionnel. Donc j'ai forcément une sensibilité à la cause et à ce public qui est défini dans notre objet social. Et d'ailleurs qui est au confluent de l'objet social de l'association Tego. Le deuxième point, c'est la compétence, puisque j'étais conducteur cynotechnique, j'avais une spécialité de conducteur cynotechnique chez les pompiers, j'ai ensuite été éducateur de chiens guides d'aveugles, une reconversion. Et puis, donc j'avais ces éléments techniques pour
la composante technique pour le chien d'assistance pour des personnes en état de stress post-traumatique. Et le dernier élément, c'est le besoin constaté. Constaté de visu, puisque bon, je faisais partie d'une caserne qui est intervenue sur les attentats de Toulouse. On a vu de nombreux articles de presse, comme la 131e victime des attentats de Paris, qui a mis fin à ses jours 2 ans après, mais qui a été reconnue par la justice officiellement comme la 131e victime. Donc ça veut dire que 2 ans après, le stress post-traumatique continue à tuer des victimes d'attentats. Et puis des militaires qui mettent fin à leur jour suite à des retours difficiles d'opérations extérieures. Donc, si vous voulez, tout ça, tous ces 3 éléments mis en perspective avec la compétence, j'ai vu, si vous voulez, si on veut bâtir un mur face au risque que vous évoquiez tout à l'heure, le risque militaire, si on veut bâtir un mur, et que les 4 acteurs que vous avez cités veulent bâtir ce mur, j'ai vu une pierre, si vous voulez, que nous, on savait designer, qu'on savait couper, qu'on savait tailler, et qu'on pouvait apporter à l'édifice de ce mur face au risque militaire. Donc voilà, l'association ACAP, elle est née de tout ça. Et Benjamin, vous parlez de compétences. Il y a d'autres compétences, évidemment, au sein de l'association qui vous permettent aujourd'hui de fonctionner ? Alors, il y a des compétences de gestion de l'association, évidemment. Alors, l'ACAP, elle a fait l'objet d'un mémoire de master, puisque j'ai fait... alors, moi, je suis titulaire d'un master en management et gestion des entreprises, et j'ai fait un MBA donc, à l'IAE de Paris. Et donc, on a étudié la faisabilité, sous le plan d'une étude stratégique, d'une création d'une association de chaîne d'assistance pour personnes en état de stress post-traumatique, parce qu'on voulait chercher de la pérennité, on voulait une structure solide. Voilà, si on allait à la guerre, c'était pour la gagner, quoi. Donc on voulait vraiment une structure solide. Donc voilà, c'est aussi un versant de mon cursus qui nous a permis de créer ça. Voilà l'équipe, c'est l'image que je voulais que l'on puisse voir, c'est toute l'équipe de l'ACAP avec leurs compétences qui est sur l'écran. Anne-Sophie, vous êtes psychologue, on l'a dit tout à l'heure. On va vous écouter à travers quelques images qui ont été tournées il y a quelques jours de cela, lors justement de la signature de la convention au siège de l'association Tego, sur les bénéfices aux blessés de l'apport d'un chien d'assistance. On en parle juste après. Regardez. Je travaille avec des victimes donc, de psychotrauma et donc également de stress post-traumatique. Là, il est question de proposer des chiens d'assistance à ces victimes de stress post-traumatique. Le chien, il va être facilitateur de tout un tas en fait, de situations. On perçoit un impact extrêmement significatif sur, par exemple, les troubles du sommeil, certains symptômes du stress post-traumatique, les troubles dissociatifs, les troubles anxio-dépressifs. Le chien, il va avoir un effet anxiolytique, un effet antidépresseur. Il va surtout permettre à la personne d'être capable de pouvoir ressortir à l'extérieur, de se réexposer à des situations qui étaient devenues trop stressantes. Le chien va être un facilitateur pour l'accès aux soins. Il va permettre à l'individu de pouvoir déjà être plus autonome, de pouvoir se déplacer, de pouvoir suivre finalement les différents traitements et prises en charge qui sont mis en place. La présence du chien va également apporter une reconnaissance. S'assumer en tant que victime, c'est déjà un grand pas dans la reconstruction de l'individu. Le chien d'assistance LACAP va être attribué à un certain type d'individu. On a différentes formes de stress post-traumatique et des symptômes communs, mais parfois des symptômes spécifiques. Et on va également avoir des contre-indications, en l'occurrence donc des patients qui ne seraient pas stabilisés, qui ne seraient pas en état de pouvoir prendre en charge un animal, puisque le bénéficiaire aura le chien à sa charge au quotidien. Il faudra le nourrir, le soigner, l'amener chez le vétérinaire si besoin. Dès le premier contact avec le bénéficiaire, on va se mettre en lien avec les thérapeutes, les médecins, les psychologues. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler en collaboration, de manière à ce que les différents professionnels qui prennent en charge le bénéficiaire puissent, entre guillemets, utiliser ce que le chien va apporter afin d'avancer la reconstruction de la personne. Entre le premier contact avec le bénéficiaire et la remise du chien, on va voir entre 6 mois et 1 an. On a d'abord tout un protocole, un petit peu d'identification des besoins du bénéficiaire. Et puis ensuite, on va chercher à identifier le chien qui va correspondre le mieux au bénéficiaire. Et ensuite, on va également éduquer le chien de manière spécifique en fonction vraiment des attentes.
j'interviens donc en amont, avant la remise, ce qu'on appelle la remise, hein, donc le moment où on va confier le chien au bénéficiaire. Et j'interviens également donc en suivi, c'est-à-dire qu'on va suivre le bénéficiaire et le chien tout au long de la carrière du chien. Et donc on va suivre effectivement le binôme tant que le chien est avec le bénéficiaire. Voilà, on s'endormirait presque sur cette musique et sur la sérénité que dégage le chien, qui est le même que vous avez vu dans les images. Il s'appelle Tego, on en parlera, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Anne-Sophie, votre mission, j'ai bien compris, c'est de créer un binôme entre le chien d'assistance et son bénéficiaire. C'est un processus qui est long, qui est compliqué? Donc c'est un processus qui va durer entre 6 mois et 1 an. On va suivre d'abord le bénéficiaire pour identifier son besoin au niveau de l'assistance que le chien va pouvoir lui apporter. On va s'intéresser donc à ses symptômes, à la manière dont le SPT se traduit chez lui. Et on va faire en sorte de pouvoir donc éduquer le chien en fonction donc des symptômes de la personne. Si la personne est aussi porteuse d'un handicap physique, on peut tout à fait aussi faire en sorte que le chien puisse répondre à un besoin d'assistance par rapport à un handicap physique associé au PTSD par exemple. Quel est le lien qu'il faut faire entre le protocole de soins et la présence du chien d'assistance? Le chien d'assistance, comme je disais, il va être facilitateur, il va permettre à l'individu de pouvoir ressortir, resocialiser, prendre son traitement, participer à des groupes de parole, participer aux séances de thérapie. Donc la présence du chien va vraiment permettre d'accéder plus facilement à une prise en charge médicale de l'individu. Benjamin, pour revenir sur le processus, hein, on a compris, effectivement, il est assez long. C'est important d'appuyer le sérieux, la légitimité de votre association, l'association LACAP. Vous vous basez sur quoi? Sur quelle réglementation? Sur quel cahier des charges pour pouvoir accompagner ces chiens d'assistance? Alors, on se base sur une labellisation préfectorale qui impose certains critères. Et c'est cette labellisation préfectorale qui fait foi sur le territoire français pour l'accès dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public, donc des chiens d'assistance. Donc ce sont des critères qui sont imposés pour être labellisés, tels que la formation des éducateurs, tels que la durée du placement en famille d'accueil, donc 12 mois minimum, la durée d'éducation minimale, 6 mois minimum, la durée de la remise aux bénéficiaires, c'est-à-dire la transition entre l'éducation et le travail, si vous voulez, opérationnel qui aura lieu après, donc de minimum 15 jours. Donc voilà, c'est tout un tas de critères comme ça, plus la documentation de tous les process. Donc ça, c'est le garant d'une démarche vraiment qualité, c'est-à-dire le fait de documenter les process permet de les retravailler ensuite et de les améliorer d'année en année. Donc c'est une vraie démarche qualité. Et il y a le pendant international qui est une accréditation à la Fédération internationale des chiens d'assistance qui permet, elle, par exemple, aux chiens de prendre l'avion, là où la loi française ne s'applique pas forcément auprès des compagnies aériennes. Donc voilà, ça c'est un vrai gage parce qu'il y a effectivement peu d'associations qui sont labellisées ou accréditées. Voilà, c'est ça. Sur l'accréditation, très peu d'associations françaises le sont aujourd'hui. L'accréditation internationale, elle concerne 11 écoles de chiens guides d'aveugles uniquement en France et une association de chiens d'assistance, donc Andy Chien, que vous connaissez sûrement. La labellisation préfectorale, quant à elle, concerne un petit peu plus de structures parce que, plus confidentiellement, il y a des chiens d'assistance pour sourds, pour des personnes malentendantes ou sourdes, des chiens d'alerte médicale pour diabétiques ou épileptiques et des chiens pour autistes. Voilà, donc il y a 3 catégories de chiens et on a une seule association labellisée par catégorie en France. Président, c'est ce qui vous a séduit dans la mise en place de cette signature de convention, c'est le sérieux, la façon dont l'association LACAP travaille pour apporter une solution concrète et solide?
Oui, bien évidemment. Donc vous l'avez dit, c'est le sérieux, enfin je dirais même le professionnalisme, même s'il s'agit d'une association avec laquelle toute l'équipe, sous la direction de Benjamin, s'organise pour faire en sorte que tout le processus de sélection, d'éducation, enfin d'accueil en famille, puis d'éducation des chiens, puisse aboutir à pardonnez-moi l'expression, un produit quelque part, en tout cas quelque chose qui soit vraiment, qui corresponde vraiment aux besoins des blessés victimes du syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est ce professionnalisme que je tiens à souligner, qui nous a conduit effectivement, qui a contribué, que vous avez pu constater, que nous avons nous aussi expérimenté au travers de tous les échanges qu'on a vus avec l'association LACAP avant de signer cette convention, qui nous a séduit aussi, au-delà évidemment de ce qui est fait, de ce que cela peut apporter aux blessés. Alors, je propose que l'on regarde quelques images. On va prendre la direction de l'île sur la Sorgue. On est près d'Avignon. Vous allez nous dire ce que l'on va voir sur les images, Benjamin, et nous dire combien de personnes peuvent bénéficier de votre soutien et à qui s'adressent précisément les chiens d'assistance aujourd'hui. Alors les images que vous allez voir défiler concernent un petit pôle de famille d'accueil qui est situé à l'Île-sur-la-Sorgue. Donc nous, l'association, on a vocation à intervenir sur tout le territoire, mais on a des petits pôles de famille d'accueil qui sont le premier maillon vraiment nécessaire, indispensable pour construire un chien d'assistance. Et donc on a un petit pôle à Avignon. Donc vous voyez Justine, l'éducatrice, qui participe à l'éducation des familles d'accueil qui elles-mêmes vont éduquer les chiens. Donc voilà, c'est vraiment ce premier maillon indispensable pour créer un chien d'assistance. Et ça va durer 12 mois, avant 6 mois d'éducation technique spécifique auprès de Nicolas, éducateur canin vraiment technique. La deuxième question était au sujet du nombre, de l'impact. Oui. Alors, on a remis 2 chiens l'an dernier, 4 chiens cette année, 8 chiens l'année prochaine, et grâce à Tego, on s'inscrit dans ce ramp-up là qui va nous mener jusqu'à une vitesse de croisière de 20 chiens par an, avec une durée de travail d'un chien d'assistance d'environ entre 7 et 8 ans, puisqu'on les remet, ils ont quasiment déjà 2 ans. Ça portera le nombre de binômes en activité, suivi aux alentours de 150 binômes en permanence. Voilà, en activité. Alors, peut-être Anne-Sophie peut répondre à l'autre question. À qui s'adressent les chiens ? Donc, les chiens d'assistance pour victimes de stress post-traumatique s'adressent aux victimes d'attentats, atteintes de stress post-traumatique, aux militaires et aux primo-intervenants, militaires, policiers, pompiers, soignants, voilà, atteintes de stress post-traumatique, en invalidité. Donc c'est des individus qui sont donc en stress post-traumatique lourd, qui a amené à une invalidité, mais quand même stabilisé, puisqu'il faut qu'ils puissent être capables d'avoir le chien avec eux en même temps au quotidien. Et pour bien comprendre le processus qui est compliqué et long pour former ces chiens d'assistance, il y a une sélection qui est faite avant même la naissance, Benjamin ? Oui, effectivement, et ça c'est une vraie clé de la réussite du chien d'assistance, c'est de travailler avec des chiens sélectionnés pour ça. Donc nous, on a la chance, c'est un petit peu notre cœur de métier, Anthony Morin, donc, qui est responsable de la sélection de l'élevage, et moi j'ai exercé aussi ces fonctions-là pendant 3 ans sur Angers. C'est la sélection des reproducteurs, et cette sélection, elle s'appuie sur des process qui sont normés par la Fédération internationale, avec des tests en salle où on va coder plus de 50 comportements qui portent sur de la sensibilité sensorielle, sur des attirances congénères, sur de la sensibilité au mouvement, sur tout un tas de comportements gênants qu'on veut voir disparaître ou au contraire de comportements qu'on veut renforcer. Et on met tout ça, on travaille qu'avec des associations, il y a énormément d'entraide internationale et on travaille qu'avec des associations qui sont accréditées ou labellisées. Et on met tout ça dans des bases de données énormes qui nous permettent d'avoir des indices de confiance à plus de 99% sur plus de 50 caractères. Donc on sait plus ou moins exactement ce qu'on va produire comme chiot avec des caractères vraiment spécifiques pour l'assistance. Alors voilà maintenant la question que j'imagine vous vous posez tous, pratiquement tous, combien ça coûte un chien d'assistance? Est-ce que ça coûte cher? Oui, ça coûte cher, puisque de la naissance, enfin, de la sélection des reproducteurs jusqu'à la retraite du chien, avec le suivi qui va avec pendant 10 ans, un chien coûte 25 000 €.
et il est remis gratuitement à son bénéficiaire. Donc forcément, c'est un investissement conséquent. Après, ça s'adresse aux cas les plus lourds, c'est-à-dire à ceux qui ne guériront pas, comme le dit Anne-Sophie, c'est des gens dont l'invalidité, enfin, le stress post-traumatique est devenu incapacitant, invalidant, voilà, à un fort degré, à un haut niveau. Donc voilà. Et l'association La CAP vit exclusivement du mécénat ? Oui, ouais. Alors il y a un très léger pourcentage de dons particuliers, mais effectivement avec la convention signée par Tego, on peut dire qu'on vit à 99,9% de mécénat. Oui. Justement, qu'est-ce que concrètement ce partenariat va changer pour vous ? Alors, bon, il y a un premier axe qui est forcément l'aspect financier, et ça impacte. Si vous voulez, Tego joue le rôle de catalyseur pour notre association, c'est-à-dire que sur une vitesse de croisière qu'on ciblait, nous, à 20 chiens par an, et qu'on pensait atteindre en 10 ans, on va l'atteindre en 3 ans. Donc forcément, quand on a les moyens de travailler, on travaille beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi tout le soutien dans la structuration de notre gouvernance, dans la mobilisation de leurs adhérents, lorsque nous on recherche des familles d'accueil. Ça, c'est quand même le deuxième point qui est aussi important et qui nous aide beaucoup. Et le troisième point, c'est faire connaître nos actions auprès de leurs adhérents, dans le cas où certains d'entre eux auraient besoin de bénéficier de nos chiens. Donc voilà, faire connaître nos actions sous tous ces critères-là, sous tous ces aspects. Bon, vous aurez remarqué que sur scène, il y en a un qui est particulièrement à l'aise. Je crois qu'il est parti bien profondément. Alors, Anne-Sophie, qui est Tego, donc ce chien qui vous accompagne aujourd'hui? Vous êtes venu en train avec lui. Qui est-il? Quel âge a-t-il? Et il est destiné à être remis à qui? Donc Tego, c'est un golden de 11 mois. Donc pour l'instant, il n'est pas encore en éducation, il est encore en famille d'accueil. Il est encore trop jeune pour partir en éducation. Il partira en éducation dans quelques mois. Et puis pour l'instant, on ne sait pas encore pour quel bénéficiaire il pourra assister. Alors, on a Tego sur scène, mais je crois qu'il y a 2 autres chiens qui sont parmi nous ce soir. Vous pourrez les voir et les rencontrer dans quelques minutes, puisque cet échange touche pratiquement à sa fin. On va regarder l'équipe de l'association La CAP présente à l'occasion de ces rendez-vous Tego 2023. On vous souhaite longue vie à l'association. Merci pour votre engagement. Président Gratien Maire, un mot sur ce qui a été dit et puis par la même occasion un mot de conclusion pour ces rendez-vous Tego 2023. Oui, on va faire court parce que je crois qu'on a largement abusé de votre temps. Donc simplement ce que je voulais dire, c'est effectivement au-delà de ce que l'on apporte effectivement en matière de soutien financier, d'accompagnement, d'identification de familles d'accueil parmi nos adhérents, il y a aussi une logique à laquelle je tiens beaucoup, qui est de travailler en complémentarité, en transparence avec l'institution. Et donc, comme sur d'autres sujets, on a évidemment partagé ce projet avec le service de santé des armées, avec les psychologues et tous ceux qui travaillent sur le syndrome de SPT, de manière à pouvoir ensemble définir, effectivement, trouver le cas échéant des victimes de ce syndrome qui sont susceptibles, en liaison avec, évidemment, par un dialogue entre le psychologue et l'équipe de la CAP et le service de santé des armées, identifier ceux qui sont susceptibles de bénéficier de cette assistance par des chiens. Donc effectivement, il y a aussi cette transparence et cette complémentarité avec le côté institutionnel qui pour moi est fondamental dans l'action que l'association mène et qu'on décline sur tous les modes, y compris donc dans notre relation et notre partenariat avec la CAP. Voilà, et pour éviter effectivement, pour permettre de vous libérer et puis d'aller vous rafraîchir et vous restaurer, je voudrais en guise de conclusion d'abord remercier nos intervenants. Je crois que même si j'ai été un peu provocateur avec quelques questions, cela a permis de nourrir un peu le débat et j'espère de susciter des réflexions autour de ce sujet du risque militaire qui, à mon avis, est particulièrement une réflexion qui est particulièrement opportune en ce moment. Je remercierai évidemment aussi l'association La CAP qui a fait le déplacement jusqu'ici avec les chiens pour pouvoir témoigner et démontrer l'action qui est en cours et ce que cela pourra apporter à des blessés psychiques. Et puis vous remercier également de votre présence ainsi que remercier tous ceux qui ont organisé cette rencontre.
y compris évidemment notre animateur qui a permis d'enchaîner, même avec un petit peu de retard, l'ensemble des sujets que nous souhaitions aborder. Voilà, je vous remercie. J'espère que ces échanges vous auront intéressé, auront nourri un peu la réflexion et que cela suscitera des débats, effectivement, permettra de poursuivre des débats extrêmement intéressants, extrêmement riches sur le risque militaire. Merci.